Bonjour à tous. Je suis désolé de pas être parmi vous. Aujourd'hui, j'avais une réunion hier qui m'empêchait de venir à Montpellier, mais je suis très heureux de pouvoir partager avec vous quelques réflexions en complément de ce que Caroline a pu vous dire. Donc, je vais essayer de tenir assez brièvement cette intervention pour vous donner quelques repères. En fait, aujourd'hui, on a parfois l'image des arsenaux qu'est Caroline tout à l'heure en tête quand on parle de production d'armement. En fait, l'environnement a beaucoup changé depuis l'arrivée en fait de l'industrie privée dans la production d'armement. Elle a aussi beaucoup changé depuis la fin de la guerre froide en France, où il y avait beaucoup d'entités qui étaient publiques ou parapubliques, des entreprises nationales par exemple. Et donc en fait, aujourd'hui, la visibilité de l'industrie de défense est beaucoup plus limitée que ce qu'on avait par le passé, parce qu'elle a été beaucoup plus localisée, beaucoup plus concentrée autour d'arsenaux. Et donc, en fait, l'industrie de défense est moins qu'on ne croit et beaucoup plus qu'on ne pense. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc ici, vous avez une représentation de la base industrielle et technologique de défense, qu'elle est présentée en fait par le ministère de la Défense, la DGA. Vous avez une représentation instantanée, celle qu'on peut voir dans la presse. Donc, on a toujours en fait quelques grands groupes. Ces grands groupes sont ceux qu'on appelle les MOI, les maîtres d'œuvre industriels, donc qui ont en fait la charge de développer en fait les systèmes et de produire les systèmes, souvent d'assurer aussi la maintenance des mêmes systèmes. Par exemple, si vous prenez Naval Group, Naval Group conçoit les navires, les sous-marins, mais elle assure aussi la production et le soutien des flottes en service. C'est le cas aussi pour d'autres activités d'armement. Donc, ce sont en fait les têtes de gondole, si on peut dire, de la production d'armement. C'est la partie la plus visible, celle qu'on retrouve dans les classements internationaux, celle qu'on voit dans la presse. Et donc, ce sont eux qui vont gérer en fait la conception, mais aussi l'animation d'une chaîne de valeur. Et il faut garder en tête, comme Caroline l'a pu le souligner, que en fait beaucoup d'équipements de défense sont des systèmes complexes. Donc, ce sont des systèmes qui sont de euh, très sophistiqués système qui associe un nombre important d'entreprises. Et c'est pour ça que l'on identifie aujourd'hui 4000 PME et ETI, en fait, qui sont essentiels pour la production d'armement, dont 1000 sont considérés comme stratégiques parce qu'elles favorisent des composants qui sont essentiels pour l'autonomie stratégique. Et en fait, on a un écosystème très particulier. Je vais essayer de vous montrer en fait que, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, la plupart de ces acteurs ne sont spécialisés dans la défense, et plus on descend dans la chaîne de valeur, moins les acteurs en fait sont vraiment spécialisés, ou ils sont très spécialisés, ou ils sont très peu spécialisés. Et en fait, en quelque sorte, on a une industrie de défense qui est un peu une arlésienne, parce que tout le monde pense savoir ce que c'est, mais en fait, on ne sait pas vraiment la voir en fait dans les statistiques. Ce qu'il faut garder en tête ici aussi, c'est que on a identifié à peu près 1000 emplois, directs et indirects, et en fait, ici, c'est une notion à un ordre de grandeur. Parce qu'en fait, on a du mal à définir les frontières en fait de ce que c'est que la BITD. Qu'est-ce que c'est que la base industrielle et technologique? C'est une question qu'on va essayer d'explorer. On sait à peu près le nombre d'emplois, mais ce nombre d'emplois, il est lié à un ratio par rapport à un chiffre d'affaires. C'est pas, en fait, quand vous regardez les publications de l'Observatoire économique de la défense, en fait, la plupart du temps, on va calculer un ratio entre le nombre de salariés, la part du chiffre d'affaires des entreprises pour définir le nombre d'emplois qui sont associés. Ce qui, du point de vue économique, est une mauvaise mesure, parce que ça supposerait, premièrement, qu'il y ait une productivité homogène entre l'activité défense et l'activité non défense des entreprises, et deux, ça ne prend en compte qu'une sorte d'équivalent temps plein, et non pas la réalité des emplois associés, parce que beaucoup d'entreprises ont en fait des travails pour la défense à temps partiel. Et donc, de ce fait, en fait, quand on cherche à regarder, par exemple, quels sont le nombre d'emplois concernés, ou quelles sont les compétences qui sont concernées, eh bien, on a un effet dilutif, en fait, de cette représentation. Néanmoins, ça donne une grandeur en termes d'emploi qui est intéressant et qui permet aussi d'identifier un chiffre d'affaires. Et ici, vous avez le chiffre de 30 milliards qui est mis en avant. Donc, c'est un ordre de grandeur intéressant parce qu'il montrait d'abord, quand on le compare aux exportations qui sont de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros. Ici, en 2021, on évoquait les prises de commande. Il faut toujours distinguer les prises de commande et les livraisons, puisque les prises de commande, en fait, sur des livraisons sur plusieurs années. Mais si on considère à peu près qu'il y a 10 milliards d'exportations, eh bien, on se rend compte que cette activité industrielle d'armement, elle est particulière parce qu'un tiers de son activité est exporté. Et cette activité, elle est toute petite parce que quand on la compare au PIB de la France, qui est à peu près de 3 000 milliards, eh bien, on se rend compte que on a une activité qui a une couverture médiatique très importante parce que ce sont des moyens de la violence, mais qu'en contrepartie,
finalement, son importance économique est assez faible. Or, on est aujourd'hui dans une période où l'État achète beaucoup d'armements et on exporte énormément, comparé au passé. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, on exportait 4 milliards par an, c'était déjà un bon chiffre. Donc, ici, on a parfois l'impression, comme le montre le classement ici de 3e exportateur mondial, qu'on est dans une production pléthorique, très, du point de vue économique, très importante du point de vue de la balance des paiements, la balance commerciale. Mais en fait, on est 3e, comme peut l'être Binge dans les moteurs de recherche par rapport à Google. Ça ne veut pas dire qu'on a une grosse part de marché. Donc ici, au final, notre part de marché n'est pas si importante. C'est simplement que on est très plus performant que les moins performants comparé au champ qu'est les États-Unis en termes d'exportation de défense. Alors pourquoi cette production est importante? Parce que bien sûr, mais aussi parce qu'on a des équipements de haute technologie. Donc, il y a des enjeux de souveraineté dans la défense, mais au-delà aussi, investissement dans l'innovation qu'évoquait Caroline, il peut être porteur pour les activités civiles également, avec des effets d'agglomération où les activités pour la défense permettent d'agréger des activités pour le civil et atteindre une masse critique, souvent dans certains domaines de production. On peut voir par exemple que la création d'Airbus a bénéficié des ventes d'armements, notamment de missiles, de l'aérospatial dans les années 70-80 par exemple, et que les technologies sont pas. Bien sûr, quand Dassault Aviation fait des avions de combat, eh bien certaines compétences servent aux civils et certains développements du civil permettent de développer des améliorations dans la défense. Donc ici, on voit que l'enjeu de petit public est important, au-delà de la défense. Bien sûr, il y a l'aspect souveraineté, mais il y a un aspect aussi de politique d'innovation et de réindustrialisation. Et aussi parce que même s'il y a l'emploi, c'est vraiment 1% de l'emploi, plus ou moins, eh bien, en fait, cet emploi est très localisé dans certains endroits et donc politiquement sensible. Prenez Brest, prenez Bourges, prenez Toulon. On a une concentration, en fait, des activités autour de la qui fait que la sensibilité pour les acteurs locaux peut être très importante. Alors, en fait, quels sont les enjeux liés à la BITD? En fait, on se rend compte que en économie, on se pose des questions parce que il y a un jeu d'acteurs particulier. En fait, cette activité est extrêmement régulée. Il faut regarder le code de la défense et on se rend compte que l'activité d'armement, en fait, est interdite, sauf, en fait, l'État a un monopole sur la production d'armement et comme il n'a pas forcément toutes les compétences pour avoir des systèmes de production les plus performants et n'a pas un savoir-faire de gestion, en fait, de la production, l'État va déléguer, en fait, aux industriels cette mission. Et ces acteurs sont des acteurs privés, mais qui sont à un statut dérogatoire. Donc, ils ont une accréditation. Et donc, en fait, on voit d'emblée qu'on est dans un marché très particulier. L'État a un rôle de régulation très fort qui va imposer, en fait, des règles du jeu. Et avec, en plus, en France, l'idée d'autonomie stratégique, qui est un élément très important parce que depuis toujours, la France a cherché à produire ses propres armements, mais depuis surtout 1956, elle s'est rendue compte que lorsque un allié nous fournit, eh bien, on n'a jamais la garantie d'avoir les équipements. En fait, pendant la crise de Suez en 1956, les Américains ont refusé de fournir des munitions et des cartouches pour que la France continue son opération de reconquête du canal de Suez. Et donc ici, la décision qui a été prise avant même l'arrivée du général de Gaulle a été de dire, eh bien, redéveloppons notre industrie de défense pour avoir une source autonome de fourniture et de maîtrise des équipements qui nous permettra la pleine capacité de conduire une politique souveraine. Dans ce cadre-là, ça veut dire que le périmètre du marché n'est pas le même que dans les activités civiles. Beaucoup d'activités civiles, le marché peut être national, il peut être régional, il peut être international. Et souvent, même si les États peuvent interférer, ils n'ont pas les leviers pour imposer des choses. Quand on veut l'autonomie stratégique, il faut que les producteurs soient nationaux. Et donc ici, en fait, on va restreindre le marché. Le marché n'est pas un marché mondial, c'est un marché national. Le cadre de régulation est très particulier. Et compte tenu de l'évolution des coûts des matériels de défense, eh bien, on arrive dans une situation où en fait, on est très loin de la concurrence pure et parfaite. On ne laisse pas faire le marché parce que l'État veut s'assurer qu'il y a un fournisseur national, Dassault par exemple dans les avions, Naval Group dans les sous-marins et les porte-avions. Et donc, on pourrait imaginer, si on avait une vision un peu naïve, qu'on ait une vision
mondialisée de la production d'armement en disant finalement on pourrait acheter où on voudrait. C'est vrai pour des pays leaders. Il y a quelques années, le général Bintéja, qui était chef d'état-major des armées, disait j'envie mon collègue danois qui n'a pas d'industrie de défense et peut acheter à qui il veut les matériels dont il a besoin. Alors, ce qui n'est pas complètement vrai, mais en tout cas, c'est plus vrai que pour la France, où on n'est pas en une concurrence pure et parfaite, même s'il y a beaucoup d'offreurs sur le marché international et qu'il y a beaucoup d'acheteurs, puisque tous les États peuvent se doter de matériel de défense. En fait, on est dans une situation diamétralement opposée, où on a un seul acheteur, puisqu'on est dans un cadre national. On pourrait dire qu'on a quelques vendeurs, compte tenu des matériels. On a très peu de situations où on pourrait être dans une situation de monopsone, à savoir un seul acheteur et de nombreux. Parfois, on peut l'être dans certains équipements très génériques, très banalisés, qui ne sont pas spécifiquement pour la défense. Mais dès qu'on se rapproche des matériels de guerre, on est dans une situation de monopsone, parce qu'en fait, le monopsone, qui a un pouvoir en tant qu'acheteur unique sur le marché national, finalement se retrouve avec quelques vendeurs. Donc, il est contrarié puisqu'il n'a pas tout le pouvoir qu'il pourrait avoir. Mais dans la réalité des faits, 9 entreprises, comme c'était mentionné sur la slide précédente, en fait, chaque entreprise s'est spécialisée sur un marché. Et en fait, on se retrouve dans une situation de monopole bilatéral. Pour chacun des types d'équipements que l'on peut avoir, on va avoir un vendeur et un seul acheteur. Alors, dans les faits, on pourrait dire que c'est pas vrai, puisque bien sûr, si vous prenez Dassault Aviation, il n'y a pas que l'État français qui lui achète des avions. Mais de toute façon, compte tenu de la spécificité du marché, où tout est interdit sauf ce qui est autorisé, en fait, l'État, du point de vue économique, est un monopsone, l'équivalent du monopole du côté de la demande. Pourquoi? Parce que seul l'État ou l'entreprise a une activité d'armement, et deuxièmement, seul l'État autorise une entreprise à vendre à l'exportation. Et en plus, dans le cas de la défense, si vous voulez vendre un produit d'armement à l'international, même si l'État vous y autorise, vous avez aussi besoin d'une référence nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand un client export achète un matériel, il veut avoir la certitude que c'est un bon matériel. Et quelle est la meilleure certitude que d'avoir la garantie que le pays d'origine achète le produit concerné? Et donc ici, la référence nationale est essentielle. Il est très rare qu'un matériel de défense, surtout un matériel sophistiqué, puisse sortir s'il n'y a pas eu un achat par les armées françaises. Donc de ce fait, on est dans une situation de monopole bilatéral et comme le professeur Aben pourrait vous le dire, cette situation est la pire en termes de fonctionnement des marchés et pose beaucoup de problèmes en termes d'efficacité du marché. Donc laisser faire le marché dans l'armement, j'ai pris un cartoon qui concerne le marché du pétrole, mais qui pourrait très bien s'appliquer. En fait, le marché n'existe pas. C'est un marché construit par l'État. Et d'ailleurs, souvent, c'est l'État qui a incité des entreprises à rentrer sur le marché. Parce qu'en fait, ce marché étant tellement régulé, beaucoup d'entreprises renâclent en fait à y rentrer parce qu'il y a trop de contraintes en fait. Et comme je l'ai souligné, c'est un marché de niche. Donc c'est un marché qui est tout petit, qui n'intéresse pas forcément en fait les acteurs économiques, malgré l'image qu'on peut avoir parfois de la théorie du complexe militaro-industriel. Parce qu'en fait, les marges sont imposées par l'État, les prix sont construits administrativement, ils ne sont pas le résultat d'une rencontre entre une offre et une demande. Et en fait, toutes les démarches de l'entreprise sont contrôlées. Un monde de régulation très spécifique où en fait on veut avoir un contrôle sur l'activité d'armement qui est lié à la sécurité d'approvisionnement, parce qu'on veut éviter par exemple qu'un maître d'œuvre industriel gère, je sais pas, un moteur chinois ou des microprocesseurs russes parce que c'est moins cher. Non, en fait, l'État va imposer énormément de choses aux industriels, va négocier en fait un prix qui est complètement construit administrativement, va décider des stratégies. En fait, une grande partie des stratégies des entreprises dans l'armement sont décidées par l'État et non pas par, en fait, les entreprises elles-mêmes. Et en fait, on voit que ici, comprendre ce marché, c'est important parce que ça comprend aussi les problèmes de fonctionnement ou les problèmes de dépendance, les risques associés. Mais ce qu'on constate, c'est que on a très peu d'entreprises qui sont des pure players, des gens qui sont uniquement dans l'armement. Et donc aujourd'hui, un des enjeux qui se pose aussi, c'est comprendre ce marché, c'est comprendre les acteurs pour savoir qui sont impliqués sur le marché. Si vous avez vu dans la presse récemment les déclarations de Sébastien Lecornu, il dit qu'il veut imposer des réquisitions à des entreprises sous-traitantes de l'armement, parce qu'en fait, ces entreprises sont essentiellement civiles, elles ne cherchent pas
en fait, à servir en premier les marchés de défense. Et d'où la notion de réquisition, qui est un moyen de l'État. Si vous regardez la loi de programmation militaire, en fait, l'État s'est doté de pouvoirs où il peut imposer aux entreprises des choix qui relèveraient de leurs décisions souveraines. Donc ici, on voit que on a un écosystème qui est un peu compliqué, puisque l'État est très interventionniste sur le marché et dans le fonctionnement même, mais il se heurte à côté de cela à beaucoup de partenaires industriels qui ne sont pas simplement des acteurs de l'armement. Et donc ici, on voit qu'on a une certaine complexité du jeu. Alors que l'État cherche à avoir une stratégie industrielle pour garantir l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est être capable d'équiper nos armées des moyens de comprendre la situation et d'agir librement. Ce qui suppose d'avoir des partenaires industriels, ce qui suppose aussi de construire le développement de matériel de défense pour s'assurer qu'ils seront livrés en temps et en heure avec les performances recherchées. Ce qui aboutit à une forme de planification. Alors vous voyez bien ici que vous avez un marché qui est complètement atypique, donc qui est très éloigné de la concurrence pure et parfaite, qui est un moyen de discipliner les acteurs du côté de l'offre et de la demande par le fait qu'ils n'ont aucun pouvoir de marché. Ici, du côté de l'offre et de la demande, les acteurs ont un pouvoir de marché. Ce qui a conduit souvent à se poser des questions sur les dérives possibles de ce marché. La notion de théorie, la théorie du complexe militaro-industriel reflète cela. En fait, dans les années 50, on s'est dit, mais finalement, peut-être que ce poids important de l'armement était le fait d'un jeu de lobby qui va influencer les décisions. En fait, quand on creuse la définition, l'idée est de dire qu'il existe une sphère autonome de la société qui va décider de développer la production d'armement et qui va imposer en fait à la société de consommer plus d'armement que ce qui est nécessaire pour la sécurité nationale, de manière complètement indépendante de tout contrôle extérieur. Dans la réalité des faits, cette théorie du complexe militaro-industriel ne résiste pas vraiment à l'analyse parce qu'elle n'est pas forcément cohérente dans le temps, elle n'est pas cohérente non plus dans l'espace. D'un pays à l'autre, il y a des formes très différentes et des poids relatifs. Et en fait, on se rend compte que cette théorie démontre simplement le fait qu'il existe une relation de partenariat de long terme qui est très, très éloignée de la notion de rapport de force sur un marché, de rencontre avec un voile des échanges, qui est la base du fonctionnement de l'économie standard. En fait, c'est ici qu'on est dans une logique de coévolution entre l'offre et la demande, qui peut susciter, qui a des avantages, puisqu'elle permet d'être plus efficace en réduisant les coûts de transaction, mais elle est aussi problématique parce qu'elle donne des leviers à des acteurs pour influencer les décisions publiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, mais quels sont les acteurs? En fait, on se rend compte que dans les notions que l'on peut avoir, il est difficile de voir des acteurs. Parce qu'en fait, souvent, ces acteurs, eh bien, ils sont pas spécialisés. J'aurai une slide. Voilà. Si on prend cette slide, on voit ici que même les intégrateurs, ceux qui sont les têtes de gondole en fait du marché, en fait, sont dépendants de manière assez relative de défense. Même, on a ici les plus grands acteurs du secteur, et pourtant, vous voyez, leur chiffre d'affaires n'est pas gigantesque comparé à d'autres entreprises françaises. Mais souvent, en fait, ils ne sont qu'une manière marginale en fait des acteurs de l'armement. Et donc ici, eh bien, comment les prendre en compte? Comment comprendre la stratégie des acteurs? L'économie industrielle vise en fait à définir des sous-ensembles du système productif, comprendre des comportements spécifiques et des jeux d'acteurs au sein de ce système et avec le reste de l'économie. Si on regarde la notion de secteur regroupe en fait toutes les activités qui ont la même activité principale, ce qui est un découpage. Le problème, c'est qu'on va prendre ici des acteurs qui sont aussi dans d'autres activités. Si vous prenez Dassault Aviation, par exemple, ils sont aussi dans les avions d'affaires, par exemple. Si vous prenez Thales, qui a un peu plus de chiffre d'affaires dans la défense, eh bien, la activité dans le civil assez importante. Donc le problème, c'est qu'on embrasse trop ici. On a une vision, on va intégrer des entreprises qui seront aussi dans d'autres secteurs, mais exigera des entreprises qui seront de manière marginale dans le secteur de l'armement, mais qui ont un impact important. Par exemple, vous pouvez avoir des fabricants de composants électroniques qui travaillent très faiblement pour la défense, mais dont les équipements sont essentiels en fait pour les matériels de défense. Une autre approche, c'est la notion de branche, qui va regrouper en fait toutes les activités principales d'une entreprise, toutes les activités spécialisées d'une entreprise, pardon, et donc qui permet d'avoir une représentation comptable intéressante, puisqu'on sait quels sont les sous-systèmes, les sous-parties en fait d'une entreprise qui sont dédiées à l'armement, quels sont les salariés associés, mais on perd ici en l'analyse stratégique du comportement des acteurs, puisqu'en fait, si vous prenez une usine de production, elle n'aura aucune prise sur la stratégie de l'entreprise, même si elle permet une bonne représentation statistique. Alors souvent, on peut parler de filière,
La notion de filière, c'est l'ensemble des activités qui sont associées à une même production, comme l'automobile, par exemple. On voit bien la relation qui existe et des relations technologiques de commerce, d'échange, de régulation qui vont autour d'un produit, notamment souvent autour de technologies qui sont structurantes pour le produit. Le problème dans l'armement, c'est que on n'a pas une seule filière. Si vous comparez un char de combat et un avion, il y a quand même peu de choses en commun. Donc en fait, on voit bien ici qu'on est face à un peu une arlésienne. On pressent qu'il y a des choses, mais en fait, il y a un effet diffus. En fait, on se rend compte qu'il y a un degré de dépendance très variable des activités économiques par rapport aux besoins de la défense. Alors certains ont mis en avant la notion de mésosystème productif, qui serait un sous-ensemble entre le micro et le macro. Euh, c'est intéressant parce qu'en fait, ici, on cherche à trouver des règles particulières et on voit que cette notion permet de dire finalement, peut-être qu'il faut aller au-delà d'un produit, d'une technologie, pour comprendre des particularités d'un sous-système productif. La difficulté, c'est que, en fait, on ne voit pas vraiment ce que c'est que ce sous-système et souvent, c'est plutôt lié à une régulation étatique. Si vous regardez les travaux d'Eli Cohen, par exemple, il montre bien qu'en fait, sous-ensemble, on peut appeler des grands programmes technologiques qui répondent à l'esprit de la défense. Donc, ce n'est pas la seule chose possible. Certains parlent de BITD, donc de base industrielle technologique de défense. Ici, c'est un concept intéressant, puisqu'on va essayer de voir quelles sont les ressources qui pourraient servir pour répondre aux besoins de la défense. Mais le problème, c'est que les contours sont flous. Bien sûr, l'idée étant de ne pas avoir une vision un peu rigide. En fait, souvent, l'idée se résume aux entreprises essentielles, qui sont les grands acteurs, qui ont des particularités technologiques ou de dépendance par rapport au marché. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on peut avoir un faisceau de preuves. Qu'est-ce que c'est que l'industrie? Ce sont des modes de relation particuliers avec l'État. Quels sont les grands fournisseurs de l'État? Quelles sont les doctrines qui définissent les performances recherchées par les équipements, ce qui va permettre de distinguer, par exemple, des avions militaires, puisqu'en fait, ils n'ont pas les mêmes contraintes opérationnelles. Et donc, ici, on peut identifier des technologies, des architectures spécifiques des produits. Et puis ensuite, on voit qu'il y a des besoins aussi performances qui sont liées au contexte, par exemple, au déni d'accès, à la guerre électromagnétique, par exemple, qui vont transformer les produits. Et si on réunit tous ces éléments, on peut identifier un ensemble de produits. La défense est faite par une architecture de défense et de plus en plus par des technologies transversales, notamment de communication, d'échange de données, qui vont être structurantes pour définir les contours en fait de cette industrie de défense. Donc, il y a une très grande partie de définition qui est politique. On a une industrie, je vais peut-être accélérer parce que je me rends compte que le temps file. On a une industrie en fait, donc qui est assez particulière. C'est une industrie qui est définie par la commande publique, par des régulations et le choix de technologies qui sont propres au contexte d'opérations militaires. Et on le voit d'ailleurs, la divergence entre avions civils et militaires. Si vous prenez un ouragan dans les années 50 et un avion de ligne, il n'y avait pas beaucoup de différence. Aujourd'hui, on voit bien sur un tarmac, si vous avez un Rafale et un 320, que ces avions sont extrêmement différents. C'est le cas aussi pour des bateaux de guerre par rapport à des bateaux des cargos. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, c'est une industrie qui est stratégique parce qu'elle sert une mission régalienne, mais aussi parce qu'elle est un budget important pour la défense. Le deuxième ou troisième budget de l'État, ce qui est une dépense très importante, à peu près 15% du budget de l'État. En fait, avec parfois un périmètre qui n'est pas très clair, souvent on parle de la mission défense, qui est, c'est vrai, de l'activité du ministère des Armées, mais il faut aussi prendre en compte, si vous voulez avoir un périmètre pertinent, les pensions qui sont à part et toutes les activités liées au ministère des anciens combattants. Et on est autour de 47 milliards comme on pourrait l'avoir en tête, mais plutôt 60 milliards en fait. Quelle est la particularité de ce budget? En fait, la grande partie de la mission défense est consacrée en fait ce que j'appelais les CAPEX, dépenses en capital. Ici, vous avez l'addition de la recherche et développement pour développer des produits, l'acquisition et le soutien des flottes en service. C'est une particularité de la défense par rapport à l'État. Aujourd'hui, l'État dépense très peu en capital. Il faut savoir que 80% de la dépense en capital est à consacrer à la défense, d'où l'intérêt de l'observer. L'autre particularité, c'est que vous avez une dissociation entre le développement des produits et l'acquisition des produits.
Dans le marché civil, vous achetez un produit, vous payez l'innovation dans le prix que vous payez. Alors, prenez un iPhone, vous ne financez pas le développement du produit, vous remboursez l'entreprise au travers du prix. Dans la défense, l'État va acheter l'effort d'innovation des entreprises en finançant directement, en fait, le développement des produits. Donc, il va prendre en charge le financement de l'innovation, il va payer et accorder une marge. C'est une particularité du marché de la défense. Et c'est pour ça, par exemple, si vous prenez une entreprise comme Thales, Thales fait 5% de son chiffre d'affaires à peu près en recherche autofinancée, alors qu'elle réalise à peu près 25% de son activité dans la recherche et développement. Donc 20% en fait, 20 points de son chiffre d'affaires est en fait une activité de recherche pour un tiers, qui est l'État. Ceci explique aussi qu'il est difficile de comprendre le prix des matériels parce que souvent on parle du prix d'acquisition. Or, l'État a déjà payé en fait la recherche et développement. Donc souvent, si on vous dit par exemple qu'un Rafale coûte 100 millions, ce n'est que l'acquisition. Alors qu'il faudrait prendre en compte la recherche et développement. Et aussi, autre particularité, les matériels de défense ont besoin d'être entretenus et aujourd'hui, ils ont un cycle de vie qui est à peu près d'une cinquantaine d'années, 10 années à peu près de développement et parfois jusqu'à 40 années de durée de vie en service. Ce qui veut dire qu'il faut entretenir régulièrement ces matériels, remplacer par exemple des moteurs, remplacer l'avionique pour la moderniser, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, en fait, une grosse partie de la dépense de l'État, on est autour de 7 à 8 milliards par an, est consacrée au soutien des flottes en service. Donc ici, c'est une particularité par rapport à l'acquisition de l'État, qui en fait ne donne pas lieu à ce niveau d'investissement en maintenance. Donc on voit ici qu'on a un modèle très particulier qui explique aussi le partenariat, puisqu'en fait, vous êtes lié en fait à l'entreprise fournisseur, non seulement pour le développement et la production, mais aussi pour assurer un suivi par les bureaux d'études de l'évolution des plateformes dans le temps, leur modernisation. Et ce qui veut dire en fait que l'État est dépendant des industriels, que les industriels l'accompagnent tout au long du cycle de vie des produits et au-delà pour le remplacement des plateformes. Mais réciproquement, les entreprises sont entièrement dépendantes de l'État, puisque s'il n'y a pas de commande publique dans l'armement, il n'y a pas d'exportation. Donc on voit qu'on a une dépendance réciproque qui est une situation très particulière. Donc je vais passer rapidement sur les chiffres. Donc on voit ici que on est face à une industrie qui est une industrie par essence politique. C'est un marché qui a été suscité par l'État. Souvent, les entreprises sont venues parce que l'État l'a demandé. On parlait de Schneider tout à l'heure. On fait une lettre d'Adolphe Thiers qui a demandé justement à Eugène Schneider de se lancer dans la production d'armement, alors qu'avant la guerre de 1870, Schneider faisait pratiquement rien pour la défense, par solidarité nationale. Puis, l'État a une situation paradoxale. Il doit d'un côté s'assurer une bonne dépense publique, en évitant de dépenser trop, en donnant des marges indues aux industriels, mais de l'autre, si les marges sont insuffisantes, eh bien l'industriel et l'État n'aura plus de fournisseurs. Donc on est en fait dans un marché où l'État est très interventionniste, très directif, très prescriptif, mais en fait, il doit aussi garantir d'être attractif. On est toujours sur le fil en fait du rasoir entre un excès de liberté pour les industriels ou un excès de pression sur les prix qui risquerait de les faire partir. C'est pour ça qu'en fait, on est plutôt dans un mode de planification où l'État va transférer sur lui-même une partie des risques que normalement une entreprise supporte pour pouvoir inciter les entreprises. Donc l'État paye l'innovation, il peut payer l'investissement de manière indirecte, souvent en France, mais parfois de manière directe, par exemple aux États-Unis. Aujourd'hui, l'État, le Pentagone, l'État fédéral américain, dépense plus de 2 milliards par an pour payer des machines, payer des sites de production aux industriels pour s'assurer qu'ils aient des capacités par rapport à ces besoins. Donc on n'est pas dans un mode de relation concurrentielle, mais dans un mode de production administrée où l'État essaie de combiner l'avantage de la planification, mais aussi les bénéfices d'une gestion privée de la production. Donc on voit ici qu'on a un mode hybride qui est très problématique parce que bien sûr, on peut avoir le meilleur des deux mondes ou le pire des deux mondes, hein, très clairement. Surtout lorsque le primat donné par la DGA est porté sur la technologie. Et dans ce cadre-là, en fait, on a un risque parfois de trop de technologie, de trop de performance. C'est ce qu'on appelle la loi d'Augustine. Norman Augustine, qui était patron de Martin, disait si l'évolution de la performance technologique et les coûts qui sont associés se poursuit, eh bien en 2054, l'ensemble du budget américain de la défense
permettra d'acheter un seul avion par an. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, dans la course technologique qui existe entre les nations, pour dominer l'adversaire, eh bien, on a tendance à rechercher la frontière technologique. Or, quand la technologie devient mature et que la frontière technologique n'évolue plus beaucoup, plus on se rapproche de la frontière, plus on a des coûts qui se croisent de manière exponentielle. Et ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, on estime que le système de futur coûtera 2 fois plus cher que le Rafale. Donc, on voit bien ici que la soutenabilité budgétaire pose problème. Au-delà de cet aspect de politique industrielle, il faut aussi garder en tête qu'on a des systèmes complexes avec des chaînes de valeur qui sont de très longues chaînes de valeur, ce qui rend les choses compliquées parce qu'en fait, les gens ne savent pas nécessairement qu'ils contribuent à la défense. Parfois, un fabricant de composants simples, d'équipements assez basiques, peut être très utile pour un équipement militaire parce que il faut garder en tête que ce sont d'énormes puzzles en 3 dimensions. Un missile, c'est 10 000 composants. Un hélicoptère de combat, c'est 30 000 composants. Un sous-marin lanceur d'engins, c'est 1 million de composants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une complexité de synchronisation qui doit se faire entre les différents acteurs, une complexité de la conception et la fabrication des pièces, puisqu'il faut assembler sur des chaînes très longues. Vous imaginez que les étapes sont multiples. Et donc, en fait, si vous voulez augmenter, par exemple, la production de Rafale pour passer de 2 à 3 Rafales par mois, eh bien, en 2 ans. Parce qu'il faut organiser à chacune des étapes de la fabrication des composants, systèmes et sous-systèmes, l'action, l'investissement, la montée en puissance des acteurs, leur capacité à produire, à livrer. Et donc, ici, on est face à des remontées en puissance qui sont complexes. Quand le ministre dit qu'il faut produire plus vite et en plus grand volume, eh bien, ça suppose de l'anticipation. Parce que dans l'automobile et dans d'autres la montée en cadence suppose une synchronisation, une harmonie en fait des choix des différents acteurs sur la chaîne de valeur qui rend les choses très complexes. Surtout quand vous avez des PME, des équipes la capacité d'investir ou de recruter aussi facilement. Donc on voit ici que on est sur un mode de fonctionnement extrêmement compliqué où en fait on a vraiment cette logique de quasi avec la recherche d'une capacité à répondre en temps et en heure aux besoins et en performance par rapport à ce que pourraient attendre les armées. Ce qui rend la logique de marché trop aléatoire et donc on préfère recourir à un mode de planification qui est efficace mais qui peut aussi être dysfonctionnel. Donc on voit ici que on est dans un mode de fonctionnement de ce marché qui est extrêmement différent de la concurrence pure et parfaite telle qu'elle est conceptualisée en économie. Ça, j'en ai parlé un peu. La question, c'est identifier les faiblesses, certainement, parce qu'en fait, bien sûr, la complexité est importante, mais aussi, plus on s'éloigne de ce que l'on maîtrise, moins on sait ce qui se passe. Aux États-Unis, l'État fédéral fait un suivi moins 20 par rapport au produit final de tous les fournisseurs, en tout cas les plus importants. Mais on se rend compte que même aux États-Unis, on a eu des pièces de contrefaçon chinoises qui ont été vendues pour des équipements militaires parce qu'en eh bien, il y a beaucoup d'approvisionnements internationaux et que ici, ça peut créer des problèmes de risque. Il y a 2 risques possibles. Un, c'est que ce sont des fournisseurs de défense et il y a des restrictions potentielles à la livraison des matériels. Ce sont des dépendances par rapport à des productions civiles qui sont logiques parce qu'en fait, souvent les marchés civils sont beaucoup plus importants et donc il y a des économies d'échelle dont on peut bénéficier en termes de coûts, mais ça peut nous rendre très dépendants parce qu'on peut avoir des fournisseurs qui sont, du fait de la mondialisation de l'économie et de la concentration, sont dans des régions qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, beaucoup d'équipements électroniques viennent d'Asie et donc ça peut être un problème si ces pays ne peuvent plus nous livrer, ne veulent plus nous livrer. Parfois, on peut avoir des choses surprenantes. Il y a une dizaine d'années, Airbus Hélicoptère, qui s'appelait Eurocopter à l'époque, a eu une lettre fournisseur de matériaux composites japonais qui leur a expliqué qu'ils avaient découvert que Airbus Hélicoptère faisait des avions de combat et que comme eux refusaient de faire de l'armement, ils refusaient de livrer des matériaux composites, qui étaient des matériaux de base, à Eurocopter. Donc on voit ici que on voit que l'évolution des produits avec le recours à des composants de plus en plus civils, l'évolution des entreprises, leur internationalisation, l'internationalisation de leurs fournisseurs
va conduire en fait à l'émergence de risques qui n'existaient pas jusqu'aux années 90, parce qu'en fait l'industrie d'armement était beaucoup plus nationale, beaucoup plus localisée. Et donc ici, on découvre aujourd'hui, notamment à l'aune du conflit en Ukraine et des tensions entre la Chine et les États-Unis sur la compétition stratégique, on découvre que notre industrie de défense, qui est considérée comme très nationale, finalement l'est pour les étapes les plus ultimes de la fabrication des produits, mais qu'en fait, quand on creuse et qu'on va jusqu'aux pièces élémentaires, on peut avoir des dépendances. Donc ici, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut gérer cette dépendance au niveau européen en s'assurant de sources d'approvisionnement identifiées en Europe par une mutualisation des achats pour et atteindre des économies d'échelle en termes de production. La question se pose. Donc ici, très rapidement pour conclure, on a une industrie qui reste très nationale. Quand vous regardez les chiffres que je dis, la commande nationale reste le cœur en fait de l'activité. Donc la relation de partenariat État-industrie est toujours un élément important. On n'est pas dans une banalisation de l'industrie d'armement par les exportations. L'État est le sponsor de l'industrie de défense et reste dans la longue durée le client principal. Donc cette relation, elle est indispensable pour l'un et pour l'autre. Même si on a pu comment dire, compléter la commande par des commandes à l'exportation. Mais il ne faut pas tomber non plus dans des dépendances parce que parfois, en fait, vous avez une exportation qui est concentrée dans quelques pays. Et regardez les rapports au Parlement du ministère des Armées, c'est assez inquiétant parfois. Quand il y a 3 pays qui représentent 75% des exportations, ça reste un problème de dépendance. Deuxièmement, en fait, l'ouverture à l'international et au civil découle en fait des changements d'innovation. Des années 50 aux années 90, en fait, l'évolution des produits de défense était assez simple parce que les performances demandées par les produits de défense étaient très différentes des produits. Et donc, en fait, on avait des filières spécifiques d'approvisionnement très particulières. On a banalisé, entre guillemets, les armements pour certaines technologies ou composants. Pourquoi? Parce que c'était trop cher de développer des composants pour la défense, vu compte tenu des petites quantités produites et des coûts de développement, mais aussi parce que les équipements civils, avec le temps, se sont améliorés et rejoignent en performance les attentes que l'on peut avoir dans la d'armement. Et donc aujourd'hui, l'innovation a changé parce qu'elle est certes parfois toujours spécifique à la défense, parce que on a des trajectoires technologiques qui sont encore très spécifiques ou qui restent peu matures. Hein. Prenez les missiles hypervéloces, par exemple. On a parfois des innovations qui posent problème parce qu'en fait, elles vont être disruptives et il faut savoir les intégrer. Parfois des innovations qui viennent du civil parce que le civil peut améliorer en fait les produits par l'effet de son investissement dans la recherche et le développement et des volumes de production que l'on peut avoir. Hein. Pensez à l'électronique, c'est plus tiré aujourd'hui par les téléphones portables, par les équipements militaires. Mais vous avez aussi un défi majeur pour la défense du côté des industriels comme de l'État, c'est l'apparition d'innovations purement civiles. Pensez à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plupart des innovations sont massivement tirées par les GAFAM. La question, ou des startups, hein, beaucoup de startups font des choses qui pourraient être très intéressantes pour la défense, mais ces acteurs-là ne sont pas très intéressés pour travailler pour le monde militaire parce qu'ils ne veulent pas suite qui seraient imposés en cas de marché avec la défense. Et donc ici, pourtant, il faut pouvoir intégrer ces innovations. Et donc, une question qui peut se poser, c'est comment passer à une européanisation maîtrisée, hein, ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Faut-il renoncer à une stratégie nationale pour aller vers une stratégie européenne? C'est une question qu'on peut se poser et qui soulève beaucoup de questions. Alors, comme j'ai beaucoup parlé, je vais peut-être laisser ça pour la partie des questions, mais aujourd'hui, bien sûr, l'Europe se transforme pour répondre aux enjeux de la guerre en Ukraine et aux menaces qui en découlent. On a une accélération de la montée en puissance de la défense européenne. Il y a ne serait-ce que 15 ans, parler de défense européenne était un gros mot. Aujourd'hui, on a une très forte accélération depuis 2009, mais surtout depuis 2016 et encore plus depuis 2022, à la mise en place de nouveaux outils où l'Union européenne vient compléter les efforts nationaux. Et la question, c'est comment éviter de prendre ces développements comme une solution qui répond complètement aux besoins nationaux. Euh, on peut faire des programmes en coopération, mais on sait que c'est compliqué à mener entre États.
On sait que le financement communautaire peut aider à favoriser des coopérations en évitant une vision assez protectionniste, en fait, ou défendre l'industrie nationale dans chacun des pays qui coopèrent. Mais on voit bien que des questions se posent, notamment la sortie de la stratégie industrielle de défense européenne, il y a quelques jours, soulève de nombreuses questions. Une phase intéressante. On sait qu'on peut faire des choses au niveau national, mais qu'on a des certaines limites, certaines contraintes, notamment la nécessité d'exporter pour compléter la commande nationale. On pourrait faire des choses entre Européens où on passerait d'une logique de dépendance à l'exportation à une logique d'interdépendance entre partenaires et entre égaux. Mais on voit qu'on a depuis une année une transformation qu'il faut savoir maîtriser pour avoir le meilleur des deux mondes. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que je peux encore parler très longtemps, mais c'est trop long. Je vous remercie pour votre attention. J'espère, Caroline, je Merci n'ai pas été trop long. beaucoup. Non, ça va très bien. Merci beaucoup, Renaud. Alors, étant donné qu'il va y avoir une table ronde ensuite qui pourra générer des questions, on voulait concentrer d'éventuelles questions maintenant uniquement sur, pas des questions d'élargissement en fait, uniquement des questions de précision sur ce que vient de dire Renaud. Et si on veut débattre sur des questions plus larges, on le fera pendant la table ronde. Donc, est-ce que juste maintenant, oui, je vois une question, Monsieur Galco. Oui, bonjour Monsieur Belay, Florent Galco, je suis délégué régional des armées en région Occitanie. Merci pour votre exposé et la précision de votre intervention. J'avais deux petits points. Vous avez parlé tout à l'heure en parlant de BITD d'ordre de grandeur. Je pense qu'il faut aussi rappeler que la BITD, c'est une liste qui est mouvante, mais qui est surtout très classifiée. Donc, on ne peut afficher que des ordres de grandeur. Quand vous avez parlé aussi des exportations, les chiffres d'export représentent la quantité qui est exportée. On ne représente pas, c'est la qualité, c'est-à-dire le niveau technologique. Il est bon de rappeler qu'on garde toujours une avance technologique pour notre défense nationale et qu'en revanche, ce qu'on exporte, c'est, on va dire, la gamme du dessous. Et puis un petit point sur l'autonomie. Effectivement, ça a donné naissance, et vous l'avez bien précisé, à nos fournisseurs nationaux. Ça, c'est très vrai pour nos grands maîtres d'œuvre industriels. Ça l'est moins quand on descend en dessous, puisque les marchés publics sont des marchés publics de défense et de sécurité. Il n'y a qu'à regarder comment on a remplacé le FAMAS par les fusils allemands de Éclair et Corps. Et l'autre point sur l'autonomie, même si on a besoin de champions nationaux, il ne faut pas perdre de vue que l'autonomie, elle doit forcément être liée à la nécessité d'interopérabilité, notamment dans le cadre de l'OTAN. Ça, c'est la guerre des normes. Même si on a nos champions nationaux, on doit leur demander d'être opérables au niveau OTAN. Et puis, dernier point, sur la loi d'Augustine, on peut se poser la question de l'utilité de tirer un aster à quelques millions d'euros par une frame sur un drone outil qui coûte 10 000 euros. Donc, il y a aussi cette relation du faible au fort à prendre en compte. Merci. Bon, il y a beaucoup de questions, hein. Donc, Caroline, je réponds? Oui, alors on va consacrer quelques minutes parce qu'après on fera une pause et on reprendra à 11h. Donc 11h, 11h05. Alors, donc, Oui, allez. Bien sûr, vous pouvez sur, répondre. sur la BITD, il y a quand même une méconnaissance qui s'est développée même pour les maîtres d'œuvre industriels, parce qu'en fait, jusqu'aux années 90, la DGA faisait un suivi de tous les fournisseurs, ce qui était assez coûteux, ce que font toujours les États-Unis. Donc, on ne connaît pas forcément tous les fournisseurs. On les découvre parfois quand il y a un problème qui émerge, même si on n'a pas un vrai suivi. Des choses qui sont classifiées, bien sûr, mais il y a aussi une méconnaissance qui pose problème et qui mériterait d'être revisitée. Sur les marchés ouverts, donc l'article, rapidement, mais une directive de 2009 impose en effet de renoncer à l'utilisation automatique de l'article 346 du TFUE qui permettait aux États de ne pas mettre en concurrence européenne les marchés de défense.
toujours justifié. Quand on passe un contrat d'achat de Rafale, on le fait de gré à gré et c'est tout à fait acceptable dans le cadre de la directive de 2009. Mais c'est un choix aussi de l'État français. L'État français a choisi dans son livre blanc de 2003 d'avoir 3 cercles d'acquisition, un cercle de souveraineté nationale lié à la dissuasion, un cercle de coopération internationale lié plutôt à des programmes européens type A400M, et un cercle de produits qu'on peut acheter sur étagère. Pour le FAMAS, qui fait souvent couler beaucoup d'encre, le problème c'est qu'on a arrêté la production des FAMAS en 1992, en tout cas les achats de français, et qu'en 2017, quand remplacer ce fusil, eh bien, il n'y avait plus de fournisseur national. Donc, la question, c'était est-ce qu'on recrée une filière de production nationale ou est-ce qu'on achète un produit européen pour montrer aux autres que si nous achetons leurs produits, ils achèteront le nôtre. Voilà, donc on est bien au-delà d'une contrainte imposée par l'Union européenne. Il s'agit bien de choix aussi de l'État, que l'État doit assumer en disant ben, ça coûterait trop cher, ça n'a pas beaucoup de sens de développer un nouveau fusil spécifiquement alors qu'il existe des fusils acceptables sur le marché européen. Et sur les champions nationaux, bien sûr, il faut éviter de vivre dans une bulle, parce que de toute façon, on est obligé d'opérer dans un cadre européen. Les débats sur la liaison 16 sur les Mirage 2000, par exemple, étaient un peu problématiques, puisqu'on avait développé un mode de liaison différent. Donc ici, l'interopérabilité suppose aussi de maîtriser l'environnement normatif, et c'est le grand défi. Est-ce qu'on est assez présent à l'OTAN dans cet aspect normatif pour pouvoir imposer que nous avons des équipements qui ne sont pas rejetés parce qu'ils ne sont pas compatibles? Bon, ça, on pourra revenir sur le débat si vous voulez. Enfin, c'est un biais. Alors, j'ai publié pas mal là-dessus sur le trop-plein de performance. Mais l'histoire des Aster contre des drones Shahed, c'est pas le problème quelque part. On a utilisé un missile Aster parce qu'on n'avait pas autre chose pour se défendre contre le Shahed. Et l'important, c'est pas le prix du drone ou le prix du missile, c'est le prix du bateau qu'on protégeait. Donc la question ici, c'est est-ce que le choix d'avoir développé des systèmes très performants pour des missions très exigeantes a entraîné le fait qu'on ait réduit le nombre de moyens dont on dispose, par exemple l'absence de canons sur les bateaux pour pouvoir lutter contre une menace à courte portée, ou d'autres systèmes de défense qui pourraient être envisagés contre des drones ou des missiles. Donc ça veut dire ici que la concentration sur certains moyens a abouti à la restriction du spectre des moyens dont on dispose, et donc on a et non pas ce qu'on voudrait avoir à un instant T. Merci beaucoup. Je crois qu'on commence déjà à entamer des aspects du débat de tout à l'heure. Donc, je propose… Oui, il y a une autre question quand même. Allez, parce qu'après, il faut qu'on fasse une petite pause. Oui, de précision. Donc ma question est une question de précision, conformément à ce que Caroline nous proposait. Je suis enseignante en histoire-géographie et sciences politiques aussi à l'université. Je souhaite avoir une précision concernant les composants asiatiques dans les réalisations françaises ou européennes. Vous avez cité les Chinois, des composants chinois. Nous connaissons quand même fortement la question des composants taïwanais. Est-ce que vous pouvez confirmer que Taïwan contribue justement à l'équipement d'avions, bateaux ou autres, donc français ou européens? Oui, donc en fait, si on prend un cas maximaliste américain jusqu'aux années 90, en fait, on développait tous les composants étaient fabriqués spécifiquement sur le territoire national américain pour les besoins des armements. Arrêtez de faire ça parce que c'était extrêmement coûteux. Déjà en 1990, Jack Gensler disait que un microprocesseur développé pour la défense coûtait 16 fois plus cher qu'un microprocesseur du commerce qui avait les mêmes performances. Donc aujourd'hui, on va acheter des équipements, notamment électroniques, même aux États-Unis, en fait, hein, parce qu'ils sont fabriqués en Asie, même s'ils sont conçus aux États-Unis. Donc, on va acheter ces composants, on va s'assurer qu'on va les tester pour éviter de voir s'il y a des problèmes. On va vérifier qu'ils fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de loup, si on peut dire. Mais une grosse partie de certains composants ou des composants de base, hein, par exemple, le titane, la transformation du titane, elle se fait 80% en Russie, en Ukraine. Donc le titane, on ne le transforme pas forcément sur le territoire européen. Donc même pour des matériaux de base stratégiques,
On a une transformation qui est en dehors ou des terres rares en Chine, par exemple. Donc, on a une de chaîne d'approvisionnement. Donc, on découvre quand même, à l'aune des tensions internationales, qui est beaucoup plus poussée qu'on ne le pensait. Et d'où la nécessité d'avoir une volonté d'avoir une stratégie européenne de défense pour relocaliser en Europe et contrôler les sources d'approvisionnement. On ne pourra pas le faire pour tout. Parfois, c'est pas forcément nécessaire parce que les besoins de la défense sont tellement petits que ça serait inutile et il y a une telle offre, difficile de contrôler l'accès à cette offre. On le voit même en Russie où aujourd'hui ils vont démonter des machines à laver pour récupérer des microprocesseurs pour leur équipement militaire. Hein. C'est documenté au Kazakhstan. Hein. Vous avez des cimetières de machines à laver chinoises. Donc on voit ici que cette internationalisation, elle est logique tant qu'on n'a pas une source d'approvisionnement unique qui peut poser problème. Mais il est certain qu'une partie importante des équipements français, européens, américains même dépendent de composants, même si aux États-Unis ils font tout pour ne pas l'être, mais ça devient très compliqué. Donc en fait, c'est une interdépendance parce que les pays qui nous livrent pour ces équipements sont aussi dépendants en grande partie, sauf si la stratégie américaine pousse les Chinois à se découpler, et là on aura vraiment un problème. Il faudra repenser en fait nos stratégies sur l'électronique. Voilà. Mais souvent, on va acheter des composants qu'on va durcir, qu'on va améliorer, renforcer par rapport aux performances qu'on veut leur faire, mais qui sont assez banalisées. Merci. Alors, je propose que nous fassions une pause jusque vers 11h10 à peu près. Et à ce moment-là, on reprendra pour la table ronde. Ça vous va, Renaud? Très bien. Très bien. Bon, bah, à tout à l'heure. Alors, à tout de suite même.